Bonsoir tout le Bonsoir tout le monde. monde. Salut les gens. Du coup, Du vous coup, vous entendiez entendiez Teams Teams pendant pendant la la pause, ça va, pause, on ça n'a va, on pas n'a pas trop dit de trop dit de conneries. conneries. En tout En cas, tout cas, Teams, Teams, on a... on en a pas trop dit. Heureusement, j'en avais pas Heureusement, dit. ouais. Je Je viens viens de de penser penser qu'on qu'on s'est pas s'est pas forcément forcément mis de mis de musique. musique, hein. C'est pas Mais c'est grave, pas grave, je vais le mettre un un petit petit peu... peu. Ouais, surtout euh, que la bande son de la première saison d'Iron Sworn était vraiment très très bien. Ouais, ouais, très très chouette son solo. Effectivement, merci pour l'écho, Mathieu. Ouais, voilà, c'est la première fois que j'utilise ce setting là, webcam. Normalement, bon, Teams n'a pas de webcam, mais d'autres participants en webcam. Donc, il reste quelques petits réglages. Merci de votre vigilance. Ouais, donc ça fait longtemps que j'avais envie de retourner sur Iron Sworn. Pas mal de retours sur la campagne solo. Et voilà, j'avais envie de tester en coop sans MJ. Et bon, je pensais à Tibbs. Et Tibbs était bien chaud aussi de tester, donc c'est cool. On va voir ce que ça donne. Bah ouais. On va vous présenter un petit peu les choix de setting qu'on a fait, puisque dans Iron Sworn, donc, quand on commence une partie, on établit ce qu'on appelle nos vérités. Donc c'est toute une série de questions pour lesquelles on leur choix, 3 choix à chaque fois. Et donc on a fait un setting qui nous bottait bien avec un duo de personnages un peu engagé. En tout cas, voilà, ça risque d'être beaucoup plus axé action que ne l'était ma campagne solo avec Sadia. Tibbs, je te laisse présenter peut-être les premières vérités. Pendant ce temps, je vais faire en sorte qu'on ait de la musique en commun. Eh bien, ok, pas de problème. Alors, les premiers. Ah, allô. Oh, Alors, j'avais dit. Nous t'écoutons. donc je disais, alors au niveau du vieux monde, le pourquoi on a quitté il y a très très longtemps le vieux monde, on a choisi le problème venant des clans errants sauvages, connus sous le nom de Skuld, qui ont envahi les royaumes du Vieux Monde. Nos armées se sont fait écraser, la plupart des gens ont été tués ou réduits en esclavage, et ceux qui sont parvenus en fait à s'échapper, ils ont pris tout ce qui pouvait flotter, et ils ont vogué vers les terres de fer. Voilà, pour les raisons en tout cas qui ont poussé nos ancêtres à émigrer dans ces terres inhospitalières. Ouais. Ensuite, le fer, parce que c'est un peu le titre de l'aventure. Le fer, donc on a choisi un truc un peu particulier. Cette fois, on a choisi de faire en sorte qu'il y ait des mystérieux piliers de métal dispersés dans le paysage. Ils sont de couleur gris-fer et ils sont aussi lisses que des galets d'une rivière. Personne ne connaît leur fonction, évidemment. Certains affirment qu'ils sont aussi anciens que le monde lui-même. D'autres, comme les prêtres de fer, les vénèrent en jurant des vœux à leur contact. La plupart des colons font un signe de protection en les apercevant avant de hâter le pas. Les piliers ne se corrodent pas, et même les lames les plus affûtées se montrent incapables d'y laisser la moindre marque. Donc voici une belle bizarrerie. Ouais, on avait envie de mettre un petit peu de science fantasy avec ces espèces de monolithes à la 2001, l'Odyssée de l'espace, hein. Mm. Ensuite, alors, les héritages. En gros, qu'est-ce qui se passait sur ces terres avant qu'on arrive? Alors, on a choisi, avant les peuples du fer, avant même les premiers nés, un autre peuple vivait ici. Les ruines antiques se retrouvent dans toutes les terres de fer. Donc on n'est pas les premiers à avoir vécu ici. Il y avait des gens avant, mais ils ont disparu. Il y a peut-être des ruines qui traînent encore, et peut-être qu'on y fera un tour, je ne sais pas. Ouais, on s'est dit que ça faisait sens avec les piliers, quoi. Il y avait des piliers, c'est forcément qu'il y avait une Bah, il y a des civilisation mecs qui ont avant, fait des quoi. piliers Ouais. déjà, Mm. a priori. Ensuite, les communautés. Alors, au niveau de la communauté, on a choisi, comment dire? Des terres, assez peu peuplées. Donc nous sommes bien peu sur ces terres maudites. Nombre d'entre nous n'auront jamais de contact avec quiconque en dehors de leur ferme ou de leur village. Les étrangers sont considérés avec une profonde suspicion. Donc voilà, on est, peu, les communautés sont pas forcément très grandes et plutôt isolées. Ouais, ça faisait sens avec nos persos que vous allez découvrir. Et le niveau de dangerosité des terres de fer, en fait, au final. Ouais, c'est ça. On est sur des terres assez inhospitalières. Mm. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas mis tous les curseurs à fond, mais
on est quand même plutôt dans le haut du panier. Ouais, effectivement. Alors ensuite, les meneurs. Tu veux le faire? Tu as géré la musique, quoi? Ouais, non, je suis en train, vas-y, continue. OK. Écoute, je Alors, rebondis les un peu. meneurs. Les façons de gouverner sont aussi variées que les peuples. Certaines communautés sont dirigées par des chefs de famille puissants, ou bien par un conseil des anciens qui prend les décisions et juge les litiges. Chez quelques-uns, les prêtres ont une autorité morale. Chez les derniers, ce sont les duels au milieu du cercle qui décident de tout. Donc là, on a choisi, comment dire, de ne pas avoir une règle particulière dans chaque village, quoi. On n'aura pas un jarl, on n'aura pas un seigneur de guerre ou un chef de famille systématiquement dans tous les villages. Ici, dans toutes les communautés, on aura éventuellement un mode de gouvernement différent. Voilà. Ouais. Du coup, là, Qui colle pareil, pas mal avec le fait que... ça rejoignait aussi les prêtres et les Voilà. prêtres du fer, et les colonnes, etc. quoi. Oui, ça rejoint ça, et le fait que comme les communautés elles sont assez isolées, du coup elles sont auto-organisées de façon différente, c'est pas déconnant. Effectivement. Ok. Je laisse continuer, hein. Je sélectionne quelques morceaux. L'improvisation jusqu'au bout. Après, on a les défenses. Ah, ça y est. C'est bon. Allô? Ouais, j'avais pas Oui. mal de ping là. Ma Ah, fait merde, des pardon. siennes ce soir. Vas-y, c'est bon. Donc je disais les gardiens. Les gardiens sont vos soldats, vos gardes et votre milice. Ils servent les communautés en tant que sentinelles, en patrouillant dans les territoires alentours et en organisant les défenses en temps de crise. La plupart ont des liens forts avec leur communauté. D'autres, appelés les gardiens libres, sont des mercenaires en maraude qui monnaient leur service auprès des communautés ou des caravanes. Et donc nous, gardiens libres, intéressés, des espèces de forces armées qui peuvent assurer la sécurité dans des communautés diverses, pour peu qu'ils soient appelés ou qu'ils y passent d'eux-mêmes. Ok, c'était ça. Donc, bon, nos persos, on va les présenter, mais l'idée, c'est effectivement, on fait plus ou moins partie des gardiens libres, quoi. Effectivement. Ok, bon, je vais arrêter là la recherche de musique parce que ça va pas aider. Je mets juste un son général d'ambiance et ça ira très très bien. Je peux prendre le relais si tu veux. Alors ensuite pour le mysticisme, donc là en fait c'est le niveau de magie qu'on a choisi dans l'univers. Hein. À Iron Sword il y a 3 crans, on peut vraiment partir sur du low fantasy avec peu de magie, quelque chose de moyen ou vraiment de la magie omniprésente. Et donc nous là on a choisi un peu entre les deux. La magie est rare et dangereuse, mais les quelques élus à posséder le don sont redoutablement doués. Ensuite concernant la religion, pareil là le curseur peut être plus ou moins variable. Hein. On a pris un petit peu l'intermédiaire avec le peuple honneur les anciens dieux comme les nouveaux en ces terres impitoyables. Une prière est un simple mais puissant réconfort. Donc comme on s'est dit qu'il y avait ces espèces de prêtres de fer et potentiellement des anciens dieux venus de l'Empire qu'on a quitté, donc il y avait un petit peu voilà, des anciens et nouveaux dieux, on va voir comment tout cela cohabite. Personnage je pense qui fait plutôt... c'est même sûr, il vénère un ancien dieu. Donc peut-être que ça va clasher avec les prêtres du fer, cette espèce de... On va la détailler, on a réétabli, mais je la vois un petit peu comme une religion monothéiste qui vénère un peu ces monolithes et le fer, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Steve. Ça semble bien comme accroche. Oui, oui, tout à fait, oui. Ça me va bien, effectivement, aussi. Alors après on a les premiers-nés, donc les premiers-nés en fait ce sont les peuples, les anciens peuples, les peuples originels je dirais. Et donc là, pareil on peut choisir un cran, donc là on a choisi le cran le plus bas, pardon. Les premiers-nés sont passés dans la légende, certains disent que les derniers descendants des anciennes tribus vivent toujours dans les profondes forêts ou sur les plus hautes montagnes. La plupart estiment qu'ils ne sont rien d'autre que des mythes. Donc là ça va être les elfes, les gens, les choses comme ça quoi. Voilà. Ouais, a priori, on n'en croisera pas trop. Voilà. Alors, sauf twist, rebondissement. Oui, mais... voilà. Ensuite, on a les bêtes. Alors, les bêtes, là, on a pris le cran le plus élevé. Vous allez vite comprendre quel est le métier principal de nos personnages.
Alors, des bêtes de toutes sortes rôdent dans les terres de fer. On les trouve principalement dans les confins, mais leur territoire de chasse s'étend jusque dans les territoires colonisés. C'est là qu'elles attaquent souvent le bétail, mais aussi les voyageurs, les caravanes, voire les villages eux-mêmes. Donc un monde hostile de base. Ouais, c'est ça, très hostile avec beaucoup de bêtes. On sait déjà que le territoire est hostile, dangereux, dur à vivre. Les communautés sont très isolées, peu importantes. Et tout autour, il y a des bêtes. Donc. De quoi s'assurer des sorties. Bonne ambiance. Salut Gamer et Whipping et tous les autres qui... ouais, salut aux arrivants. C'est très compliqué là avec la musique. J'ai complètement zappé la musique. Voilà. Les horreurs. Les horreurs, donc là, on pense un cran au-dessus des bêtes, on tape vraiment dans le monstre fantasy. Les horreurs, ça peut être des squelettes, ça peut être des revenants, ça peut être des monstres divers et variés, ouais, tout ce qui est surnaturel en fait. Ouais, tout ce qui est au-delà d'une bête primordiale en fait. Hein. Et donc là, on a pris entre les deux. Nous craignons les sombres forêts et les cours d'eau profonds où les monstres rôdent. Au cœur de la longue nuit, lorsque le monde est plongé dans les ténèbres, seuls les fous s'aventurent hors de chez eux. Donc concrètement, la nuit, dans les espaces sauvages, pas cool. Pour le faire simple. C'est ça, et même parfois dans les villes, hein, quand ils disent que comment tout le monde ferme un petit peu sa porte à double tour la nuit, quoi. Exactement. Parce qu'on sait jamais. Donc oui, voilà, c'est pas c'est pas l'armée des ténèbres, hein, c'est pas on a des monstres à chaque coin de rue. Par contre, il y en a, on en voit et les habitants des terres de fer sont un petit peu obligés de s'adapter et donc de faire très attention à eux de toute façon. Effectivement. Voilà pour le setting du coup, un setting avec de la magie présente, peu présente mais puissante, une dualité de divinités, les nouveaux dieux et les anciens dieux, les premiers-nés peu présents, les bêtes très présentes, les horreurs sont là aussi, et donc le vieux monde qui a été ravagé par les Skulls, pour faire le résumé. Donc. Et ces fameux pylônes de fer aussi. Tiens, tu présentes ton perso, Tibbs ? Alors mon perso, comme vous le voyez à l'écran, s'appelle Stern. Donc Stern, on est plutôt sur un guerrier. Voilà, donc un guerrier des terres de fer, qui faisait partie donc du clan de la Montagne Noire, hein, donc Jamberg, je crois, dans la langue du coin. Stern, comment ? Je fais tout l'historique ? Bah écoute, présente le succès notamment, après je pense qu'on le découvrira, mais okay. Les grandes lignes quoi, ouais. Dans les grandes lignes, c'est un guerrier qui fait partie, donc, on l'a encouragé à partir de son clan pour un petit problème qu'il y a eu à un moment. On est sur quelqu'un qui est assez taciturne et qui a la haine envers les horreurs. Et donc, il fait partie un petit peu de ces gardiens libres qu'on a évoqués plus tôt. Effectivement. On découvrira un peu plus de son passé et puis de sa personnalité, je pense, en jeu. Moi, je vais jouer Storolf. Storolf qui est un dévot. Un dévot du dieu Yort. Donc, une espèce de satyre. En tout cas, ouais, une espèce d'homme-bête satyre. Mi-bouc, mi-humain. Qui est facétieux. Mais qui est en même temps très puissant, qui domine la forêt et les bosquets. Et donc Storolf est un fidèle serviteur de cette déité. C'est aussi un ritualiste et un chaman très puissant. Il est plutôt vieux, mais c'est un vieil ours, il en a encore sous le capot. Il est... Ouais, je me suis vêtu d'une de vieille quenille en cuir et en tissu. Il doit sentir le bouc à une vingtaine de mètres. Et il a toujours une peau de bête sur lui, soit un loup, soit un sanglier. Et il a
porte sa besace avec tout son attirail nécessaire pour ces rituels divers et variés. Il fait aussi partie des gardiens libres, peut-être en tant que guide, quelque part, puisque Yort lui a donné une espèce de vœu à suivre, une espèce de quête. Et c'est là où on s'est rencontré du coup avec Stern, puisque quand on a créé un petit peu le setting, on a créé ce qu'on appelle à Ironsworn un vœu d'antécédent. C'est un vœu qui fait en quelque sorte office de quête principale de notre campagne. Mais on n'est pas forcément forcé de le résoudre. Peut-être qu'on va échouer, peut-être que ça va servir juste de toile de fond, ou peut-être qu'on va vraiment s'y atteler. On verra, on va le découvrir. Et donc ce vœu d'antécédent qu'on a en commun avec Stern s'appelle la traque. Donc j'ai promis à Yort de traquer une horreur qui sème la terreur dans la région et de mettre un terme à cette menace. Et toi Stern, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est l'horreur qui t'a tué. Et... c'est complètement ça, c'est l'horreur qui m'a tué, qui a mis le bordel un petit peu dans le clan d'où je venais. Il y a eu une confrontation et elle m'a descendu. Mais que temporairement, d'où le fait que j'ai la voix revenant que vous voyez là en dessous, et du fait que comme je suis un petit peu revenu d'entre les morts pour une raison X ou Y, j'ai été fortement encouragé à quitter mon clan à coup de pierre, donc je suis parti de chez moi à cause de cette horreur, et donc je veux aussi la retrouver pour lui faire la peau. Ouais, pour te racheter... pour te racheter une dignité, j'allais dire, mais c'est pas tellement ça. C'est d'abord la vengeance, et puis effectivement pour me racheter peut-être aux yeux de mon clan. Du coup, ça doit pas faire énormément de temps qu'on prend la route ensemble, mais et voilà, ça fait peut-être quelques mois qu'on se côtoie et qu'on traque cette bête, cette horreur plutôt, puisque c'est une horreur. Et les gardiens libres, peut-être qu'on va les définir un petit peu. Du coup, on avait dit que c'était plus ou moins quelque chose dans le goût de la garde de la nuit, une espèce de serment qu'on prête à cette institution un petit peu horizontale et éclatée. Et on a un peu l'estampille chasseur de bêtes. C'est ça l'idée, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que toutes les communautés ou tous les villages doivent essayer de participer. Peut-être envoyer une ou deux personnes de leur communauté dans cette espèce de force de défense mobile. Ouais. Oui, parce que du coup, s'il y a des bêtes partout et qu'il y a quelques horreurs, les communautés, à minima au moins, à travers cette espèce d'institution, et de se mutualiser en termes de traque, quoi. Oui, et ça peut aussi servir à faire partir les indésirables. Oui, voilà. Bah moi, c'est clairement... Alors moi, c'est pas tellement ce qui s'est passé, je pense. Parce que du coup, Storolf est originaire d'une communauté d'éleveurs de chèvres. Qui sont... Bon, c'est pas ouf, hein, dit comme ça, mais... donc, qui sont établis au nord de l'île. Et c'est vraiment un clan de bergers, quoi. Le problème, c'est que ce clan est un petit peu mal vu. Certains disent, c'est très certainement vrai, qu'ils descendent des Skulls. Du coup, Storolf a un peu de sang Skuld en lui. Et ce clan de bergers essaie de se racheter peut-être une conduite auprès des autres communautés en disant que eux aussi participent à l'effort de protection et qu'ils sont pas là pour tout le bazar. En tout cas, du coup, ils ont envoyé un vieux. Et du coup, ils ont envoyé un vieux chaman. Peut-être que Storolf... peut-être que Storolf a fait des choses pas très cool, mais on le découvrira. Je le sais pas moi-même encore, donc on verra. Voilà. Et toi, c'est tout simplement parce que peut-être que tu inspirais la crainte, le fait que tu sois revenu d'entre les morts. C'est ça, le fait que je me sois réveillé quelques heures après mon propre décès. Je crois qu'effectivement, j'ai été considéré comme un mauvais présage en fait. Donc on m'a chassé. Mais enfin, on m'a pas complètement chassé manu militari, j'ai quand même eu le temps de m'équiper. Hein. Mon clan étant plutôt un clan de mineurs et de forgerons, je suis plutôt bien équipé en fer. Ok. Bah c'est bien, tu iras au combat pendant que moi je ferai le zouave derrière, c'est parfait.
Du coup, Oui. petite seule différence avec la partie que j'ai jouée avec Sadia en termes de règles. J'ai rajouté une règle qui est présente dans le supplément d'Elve, qui n'est pas encore sorti en français, qui est le fail tracking, donc la piste d'échecs. Ça permet de traquer ses échecs parce qu'on fait beaucoup d'échecs à ce jeu. Avec Sadia, j'avais eu beaucoup de mal à progresser. Et donc là, le fait de traquer ses échecs permet de progresser un peu plus. Voilà. Petite parenthèse mécanique, mais il y en aura peut-être d'autres. Du coup, on va un peu redécouvrir le jeu. Ok, eh ben, écoute, je pense qu'on peut poser le cadre de la première scène. Alors, la première scène va permettre notamment de jurer un premier vœu de fer qui va nous lancer dans l'aventure. Donc, on avait pensé très rapidement en quelques mots à une scène de meurtre. Donc, il faut voir Stern et Storolf à la lisière d'une forêt, alors que le soleil est quasiment couché. Ouais, les rayons de soleil sont vraiment rasants derrière les montagnes. Je m'arrête, mais je pense qu'on est tout au nord, quasiment entre nos deux communautés là. C'est-à-dire qu'on doit être à la frontière entre l'arrière-pays et les collines des tempêtes. On commence à avoir un environnement assez boisé au final. Et la lumière se fait rasante. Et qu'est-ce qu'on est venu constater, Stern? Qu'est-ce qu'on est bien venu constater? Bah, je pense qu'on est venu constater que des chasseurs ont été mis à mort d'une façon bien évidemment très violente, avec peut-être des signes comme quoi ça aurait été perpétré soit par une grosse bête, soit par pire. Effectivement, la personne qui nous accompagne, peut-être le prêtre qui est à la tête de cette communauté. On va peut-être lui donner un petit nom à ce village. Il y en a un sous le coude. Ouais, bah, c'est Vareg. Vareg. Vareg, un village d'une centaine de personnes. Peut-être que la seule défense qu'ils ont érigée, ce sont des palissades en bois. Et à la tête de cette communauté, c'est un prêtre du fer. Tant qu'à faire, autant s'en servir. Oui. Un certain Cormac. Ouais, Cormac, exactement. Comment ils sont vêtus, tiens? Peut-être qu'ils ont des bures très sombres et une espèce de long collier en fer, un peu comme les... comment ils s'appellent? Les sachants dans Game of Thrones. Les mestres. Ah oui, Une espèce de grand collier en fer comme ça autour du cou. C'est presque ostentatoire de s'attribuer autant de fer pour une coquetterie, quoi, quelque part. Alors que les ressources sont compliquées à acquérir. Et donc il y a ce Cormac qui est un peu désemparé face à la scène de meurtre. Donc à la lisière de la forêt, alors que les bosquets se font de plus en plus épais, on voit vraiment trois chasseurs au sol, coupés dans leur élan, mutilés. Et vraiment une scène de boucherie, quoi. C'est ça. Une scène de boucherie, effectivement. Et donc, il va nous falloir, je pense, nous pencher un petit peu là-dessus. Pourquoi on nous envoie, nous, au fait, précisément ici? Est-ce que les gardiens libres nous envoient sur les plans les moins ragoûtants? Ouais, j'imagine. Je pense que pas mal de gardiens libres s'octroient les terres du Sud, notamment vers les Havres, là où il y a un peu plus de communauté et donc potentiellement de confort entre guillemets. Et un peu la lie des gardiens libres, on les envoie au nord
là où c'est plus dangereux, donc on est un petit peu le dernier recours, quoi. C'est ça. En sachant que ça ne nous déplaît pas non plus, parce que de toute façon, c'est peut-être ici qu'on peut avoir des pistes sur notre très cher, comment dire, horreur que nous voulons traquer. Effectivement. Du coup, que fait Stern? Bah, je pense qu'il va laisser comment Storolf discuter un petit peu avec le prêtre, s'il a envie de se renseigner un petit peu sur ce qui s'est passé. Je pense que Stern, lui, va directement aller constater quelles blessures ont été fatales. Est-ce que les corps sont mutilés ou mangés, ou simplement mutilés, laissés en état? Enfin bref, je pense qu'il va faire un petit tour assez large pour voir si d'un premier coup d'œil il repère quelque chose qui lui donnerait des indications sur ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que t'essaierais pas du coup de récolter des informations? Oui, carrément. Ok. Récolter des informations. Alors, lorsque vous fouillez une zone, posez des questions, menez une investigation ou remontez une piste, faites un jet plus astuce. Ouh là là, c'est clairement pas le fort de la mystère. Eh ben, Mais écoute, c'est pas grave. Ok. Alors écoutez, c'est parti. Donc, je commence par les 2d10, hein, c'est ça? exactement, ouais. Hop là. Un 5, un 4. Ok. Donc Et tu jettes du un coup, D6 et t'ajoutes ton astuce. je vais ajouter. Alors, mon astuce, je vais vérifier, mais je crois que ça va pas chercher très très loin. Et ça se confirme. Donc, ça va être du 1d6 plus 1 pour moi. Et tu dois battre 5 et 4. Attention. Hein? C'est un 4. Ah. Ah. C'est pas Non, c'est terrible. pas Non, terrible. c'est pas. C'est 1d6 plus 1, ça fait 5 le résultat. Ah, ça fait 5, ça va. Donc c'est un coup faible. Ouh, c'est un coup faible. Je suis rassuré que j'ai pas commencé par un fail. Alors qu'est-ce qui se passe sur un coup faible? L'information obtenue complique votre quête ou introduit un nouveau danger. Visualisez ce que vous venez d'apprendre, consultez l'oracle si vous êtes incertain, et tu gagnes un d'élan, plus un d'élan quand même. Ouh. Alors est-ce que tu as une petite idée sur ce qui pourrait venir nous compliquer la tâche? Ou alors est-ce qu'on va aller faire un petit tour chez l'oracle? On teste l'oracle? Eh ben écoute, allons-y. Hop, on va tirer sur un thème, hein, une thématique. Oui, faisons ça. Alors, possession. Thématique. Ah putain. Possession en thématique. Ah bah en plus, ok. Alors je pense que Stern va assez vite remarquer qu'il n'y a pas que des traces qui pourraient être imputées à des animaux, de morsures ou de griffes, mais que certains de ces chasseurs semblent également avoir pris des coups de lame. D'accord, donc il y aurait potentiellement quelqu'un capable de manier une épée qui aurait participé à cette attaque, ou du moins... C'est ça. Disons que il n'y a pas que des bêtes impliquées dans l'affaire. Ok. Pendant que tu fais le tour des corps et que tu essaies de... Je pense que de mon côté, j'ai engagé la conversation avec Cormac, qui depuis le début doit me dévisager de manière un petit peu gênée, puisque il y a toujours un petit peu d'animosité entre les prêtres du fer et les vénérateurs des anciens dieux. Tenant mon accoutrement très feuillu, mes cornes de bouc et ma peau de sanglier sur le dos, il ne fait aucun doute que je vénère une quelconque déité païenne issue de la forêt. Donc Cormac doit me regarder un petit peu en coin en disant qu'est-ce que les gardiens libres nous ont envoyé là. Et je dois un petit peu briser la glace d'une manière avec une certaine bonhomie, et je le regarde en souriant. Donc il faut me voir avec une grosse barbe fournie, très peu entretenue, des cheveux hirsutes et mes deux espèces de cornes de bouc de chaque côté. Et je lui dis
Cher ami, c'était des amis à vous? Peut-être des proches? Vous m'avez l'air grandement affecté. Tu veux faire Cormac? Je peux faire Cormac? Oui, effectivement. Alors, je pense que Cormac va te répondre que oui, je suis affecté effectivement parce que dans ces trois chasseurs, on avait peut-être le fils, un certain Tegan, le fils d'un de ses amis proches. Peut-être le fils du forgeron qu'il connaissait bien et qui peut-être il commençait à former à la prêtrise de fer. Très bien. Et donc voilà, ce chasseur est mort dans cette effroyable attaque et bien nous espérons que vous allez pouvoir venger sa mort et retrouver la créature qui a fait ça. Je le regarde intensément dans les yeux. J'essaie vraiment de capturer son regard, même s'il ne cesse de le détourner. Je dis, vous me voyez malheureux de l'apprendre. Je vous invite à donner nos condoléances à la famille et à votre fils pour son ami perdu. Est-ce que vous avez noté peut-être des choses inhabituelles ces derniers jours? Rien qui m'ait été rapporté directement. Les chasseurs partaient souvent plusieurs jours et ceux-là étaient en retard. Donc on a décidé de s'éloigner un petit peu du village pour les chercher et c'est là que nous sommes tombés sur cette boucherie. Je ne doute pas que votre communauté est désemparée face à ce drame. Ça avait l'air une petite communauté qui essaie de survivre dans ces terres hostiles, bien au nord des Havres. J'observe un peu la scène et je continue à le fixer intensément, essayer de percer un petit peu son âme, savoir ce qu'il veut. Et surtout, je vais tenter de m'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, que vous faites des préparatifs, vous tentez d'obtenir un moyen de pression. Là, du coup, j'essaie d'évaluer la situation. Un petit peu comment il est, l'ensemble de la scène et la communauté. Savoir un petit peu sur quoi on pourra compter ou non, quoi. Du coup, je jette 2d10. Ah oui, non, mais je fous. Oui, j'ai absolument rien vu du coup. Ah oui, en fait, c'est... Ah, ça va. C'est en dessous. Et ouais, c'est en dessous, ouais. Ouais, faut mettre à côté. Ok, bon, on va faire comme ça. Alors, 1 et 5. 1 et 5. Ça va. Et donc, s'emparer avec d'un avantage, c'est... Alors, j'agis avec... pas avec rapidité, pas avec charme. Ouais, peut-être avec astuce. Hein. Mon expertise, mon inspiration. Donc j'ai plus 3, il faut que je batte 1 et 5. Ok. Bah, écoute, c'est un échec. Ah putain. C'est un échec. Ça commence bien. Alors ce qui est cool, c'est que je peux faire une coche sur ma piste avec des échecs. Ah. Ah. Et donc sur un échec... Sur un échec. Sur un échec, votre tentative échoue, ou vos suppositions vous égarent, vous devez en payer le prix. Et donc allons en payer le prix. Oula. Alors, en payer le prix. Lorsque vous subissez le résultat d'une action, retenez l'une des options suivantes. Faites survenir le résultat le plus négatif le plus évident. Visualisez 2 résultats négatifs. Évaluez les chances probables pour qu'ils surviennent. Vous faites un jet sur le tableau suivant. Je pense que je vais faire un jet sur le tableau suivant. Je vais tirer un dessin. 49. Un nouveau danger ou un nouvel ennemi se révèle.
Ça commence bien. Alors qu'on est à l'orée de la forêt, on se fait tomber dessus, c'est ça le plan? Bah écoute, je pense que ça fait une belle intro, tu vois, genre la série elle commence tout calme et puis on entend un cri de bête et on se fait attaquer d'emblée quoi, les héros doivent agir. Ouais, allons-y, écoute, c'est comme ça. Hein. Bah écoute, c'est parti. Alors que tu reviens vers nous, peut-être pour nous signaler un petit peu tes trouvailles, on entend un hurlement au loin et distinctement des branches et des feuillages qui sont brisés, ça bouge quoi. En tout cas, quelque chose se dirige vers nous à toute allure. Je pense que Cormac est en train de paniquer. Et qu'est-ce que tu fais toi, Stern? Bah alors que moi j'étais en train de revenir vers vous pour apprendre ce que tu avais pu tirer du vieux, ouais, j'entends cette espèce de cri rauque et déchirant qui traverse la forêt. Ni une ni deux, j'enlève la lanière, je dégaine mon marteau de guerre et je me poste bien sur mes pieds à côté de toi en te lançant un... Tu sais ce que c'est? Je pense que je te regarde et je te dis aucun doute, c'est un ours. Et donc, je pense que au moment où je dis ça, on doit voir Oui, dévaler, il nous arrive dévaler de l'orée de la forêt, briser les bosquets, un énorme ours, mais vraiment, vraiment énorme, une monstruosité. Oui, un grizzly, ben, ça doit faire être 1 mètre de plus au garrot, une musculature impressionnante et une énorme gueule. Et il se met donc à se lever sur ses 2 pattes antérieures et à grogner avec un cri qui retourne les tripes. Du coup, bah, il faut passer à l'action. Alors, quand on engage un combat... J'imagine. Ouais. Cormac prend sa burle à soulève pour pouvoir courir plus vite et s'en va au village. Ouais, c'est clair, Cormac il demande pas son reste. Nous, on n'a pas trop le choix, c'est un peu notre métier. C'est ça. Je pense que du coup, je vais me mettre un petit peu en retrait derrière toi. Je vais brandir ma lance et je vais te dire laisse-le charger sur moi. Je vais essayer de le réceptionner et ensuite tu sais ce que t'as à faire. Donc je dois planter la hampe de ma lance au sol, faire darder la pointe bien en oblique en direction de l'ours qui s'apprête donc à nous charger. Du coup, je te propose de faire toi le move plongé dans la mêlée, c'est combat du coup. Ok. Plonger dans la mêlée. Est-ce que c'est toi du coup, c'est... Ouais. Disons que si tu on laisse charger, c'est pas lui qui a l'initiative. Non, pas forcément. En fait, ça va être plutôt à moi de le faire. Et on va déterminer de quelle manière je le fais. Alors attends, je cherche une petite musique de bataille. Si tu peux nous lire le move pendant ce temps. Plonger dans la mêlée. Yep. Quand vous engagez le combat, commencez par déterminer le rang de chacun de vos ennemis. Donc, alors celui-là, il peut être pénible, dangereux, redoutable, extrême ou épique. Ouais, c'est extrême, hein, c'est une bête primale. Hein. Ok, ça commence bien. Ok. Donc 2 coches par dégâts et il inflige 4 dégâts. 4 dégâts. Puis faites un jet pour déterminer qui prend le contrôle. Si vous êtes face à votre ennemi, faites un jet plus cœur. Si tu es en train de le prendre en embuscade, ce qui n'est pas le cas, ce serait astuce. Si tu veux le poignarder sans prévenir, ce serait ombre, mais c'est non plus pas le cas. Donc c'est clairement du cœur. Ouais. Mais bon, j'imagine que c'est un coup qu'on a peut-être eu l'occasion de répéter à quelques occasions. Oui, effectivement, ouais. Du coup, tu penses que c'est de la ruse, hein? Moi, je dirais. C'est de la ruse, tu crois? Ah ouais, parce que du coup, vraiment, je m'offre à lui, je fais... Je vais le... Voilà, il est en position d'avantage. Et derrière, on lui fait notre coup habituel. Toi, tu profites de l'ouverture que cela provoque pour lui mettre un gros coup de masse à travers sa tronche, quoi.
C'est l'idée. Donc c'est une tactique de combat, on peut considérer que c'est de la ruse. Hein. Pas moi, en tout cas. Ok, moi ça me va bien. Alors, donc on va cocher... Effectivement, c'est la stratégie qui consiste à le mettre entre le clou et le marteau. C'est ça. Donc je mets juste là la jauge de progrès ce qu'il faut. Donc extrême. C'est dans la frame 4 hein, si tu veux suivre. Ours. R. Ours primordial. Ouais, primordial plutôt. Ok. C'est vraiment une bête énorme. Avec des crocs qui doivent faire la taille de mes mains, quoi. Un truc assez dingue. Et donc je vais faire un test plus ça. Ouais, effectivement, probablement attiré par l'odeur du sang depuis quelque temps. Un ours affamé et dangereux. Allez, c'est parti. Donc 2d10. Un 7 et un 1. Purée, le 7, il va être dur à battre. Hein. En ruse, moi, en nombre, j'ai 2. Alors attends. Ah mince, j'ai pas eu le temps de faire mes prières journalières, etc. Donc j'aurai pas d'aide avec mes... Si, flashback. Ah ouais, flashback. Carrément du flashback. Oui, carrément flashback. Je pense que le matin avant la charge de l'ours, on doit voir Thorolf au coin du feu avec en main les cendres froides qu'il a réussi à réunir. Il doit tracer un cercle avec ses cendres, prendre quelques feuilles sèches, les allumer, commencer à souffler dessus. Elles n'étaient pas si sèches que ça, elles devaient être un peu humides puisqu'une épaisse fumée blanche commence à s'en échapper. Jette les feuilles en train de flamber au centre du cercle de cendres et il se met à marmonner une prière à Yort. Et du coup, est-ce que... ouais. Si, je veux le faire, ça va me faire sur un succès, ça peut me faire gagner un d'élan, ça va être déterminant. Donc je me mets à prier Yort, voilà, je me mets en face du feu, je dois me balancer un petit peu, marmonner, prendre plein de fumée dans la tronche. C'est pour ça que j'ai toujours une odeur un petit peu de fumée qui se mêle à la crasse et à la sueur. Et que du coup tes cheveux paraissent plus blancs à cause de la cendre. Ils le font vraiment. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, lorsque vous récitez vos prières quotidiennes pour vous emparer vous pouvez vous emparer d'un avantage en demandant la bénédiction de votre dieu. Si c'est le cas, faites un jet plus caractéristique. Pour un succès, vous gagnez un d'élan. Alors là, je vais tenter de m'emparer d'un avantage face à cet ours. Alors, on rembobine bien quand même. Hein, du coup, hein. On garde le 7 et le 1. C'est un flashback, quoi. Ouais, on garde le 7 et le 1 pour le reste, parce que je fais 2 dés en fait. Hein. Ouais. Alors, du coup, je m'empare d'un avantage avec ombre. Bah, non, on va garder le 7 et le 1 pour ce jet-là. Donc, je vais faire 1d6 plus 2. Donc là, c'est pour s'emparer d'un avantage. Donc, ça fait 6. Donc, c'est un coup faible. Je crois que sur un coup faible, votre avantage est de courte durée, vous gagnez plus d'un élan. Donc c'est cool parce que là, rien qu'avec cette action et ce petit flashback, je gagne plus 2 d'élan, quoi. Qui est pas mal. Donc on revient sur le combat, alors que je priais Yort, qui bien évidemment, à travers la fumée et les petites flammes qui sont élevées suite à ce brasier, m'a indiqué qu'aujourd'hui serait une journée pleine de dangers et que je devrais faire preuve de courage et d'abnégation. Je fais donc un jet d'ombre maintenant pour tenter de prendre l'avantage de ce combat, épaulé de Stern. 2d10, 7 et 3 à battre. Et 1d6 plus 2, 5. Donc c'est aussi un coup faible, et avec j'ai pas assez d'élan pour annuler le 7. Ça restera un coup faible. Ça restera un coup faible. Ouais. Plongez dans la mêlée sur un coup faible, choisissez l'une des deux options. Vous renforcez votre position, vous gagnez plus de élan, qui est pas mal. Vous vous préparez à agir, vous prenez l'initiative. Je pense qu'on va prendre l'initiative plutôt.
C'était quel move? Plonger dans la mêlée. Ah d'accord, ok. Ah non, Ouais. je suis pas sûr. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais agir face au danger. Tenter de d'encaisser la charge de l'ours. Et toi, on fera ce qu'il y a à faire. Oui. Un coup précis derrière la nuque. Donc faire face au danger, lorsque vous tentez quelque chose de risqué, je pense que c'est le cas, visualisez votre action, donc sur en tête, là on peut planter dans le sol la feuille de la lance face à l'ours qui est chargé, primordial. Lorsque vous agissez avec rapidité, non. Loyauté, courage, je pense. Agressivement ou en vous défendant brutalement, pas vraiment. En testant votre force et votre endurance un petit peu quand même, ça peut être ça. Donc ça peut être cœur ou... Faire. Fer, ouais, je vais prendre fer quand même, parce que du coup là j'y vais quand même, il va falloir que j'encaisse la charge, donc c'est quand même de la force. Donc c'est parti. Avec un plus 2. Un 1 et un 3. Le D6. Et de 8, c'est un coup fort. Parfait. Bravo. Premier de la soirée, ça fait plaisir. Sur un coup fort, vous obtenez un succès et gagnez plus 1 d'élan. Donc pas de problème, on va décrire ce qui se passe. Donc l'ours arrive plein de balles sur la lance. Bon, la lance est pas... Donc l'impact n'est pas suffisamment puissant et l'endroit où se plante la lance n'est pas suffisamment dangereux pour le mettre à mal. Mais cela stoppe net sa charge. Il est surpris de se faire embrocher comme ça. Et donc, la balle est dans ton camp. Merde. Ok. Alors. Ouais, donc je vois bien l'ours s'arrêter avec ta lance qui se plante un peu dans son poitrail, mais évidemment il est beaucoup trop gros pour être mis à terre par une simple lance. Bah moi de toute façon j'étais à un pas à côté. Et je vais essayer de mettre effectivement un énorme coup de mon marteau de guerre à deux mains. C'est clairement une masse, hein, pas d'autres mots. Est-ce que tu l'as personnalisé un peu cette masse? Est-ce qu'elle a un nom ou est-ce que tu as mis des petits fichiers dessus? Pas de nom. Elle a... Ah pardon. Comment je fais un espèce de grand arc de cercle en visant l'arrière de la tête de la bête. Et donc là, ça fracasser. C'est un frappé, hein. Parce que du coup, on a l'initiative. On a l'initiative, du coup c'est un frappé. Lorsque vous avez l'initiative et que vous attaquez au corps à corps, faites un G plus fer. Oh purée, mais ça hache. Donc là on est plus... Ouais, ça coupait un peu là. Oui. Vas-y, répète ça. Je dis, je vais faire un G plus fer et je disais que c'était quand même... Cette fois. Alors, l'adversité... C'est un 4 et un 1. Et en fer, la mysterne a plus 3. Ça va. Normalement... Bah non. Oh putain. Ça va pas. Donc c'est un coup faible. T'as pas 4 d'élan, j'imagine, pour annuler. Non, je n'ai pas 4 d'élan, c'est un simple coup faible, ce qui est... Donc sur un coup faible, vous infligez vos dégâts et perdez l'initiative. Oh, c'est infernal là. Pardon. C'est ce qui se passe. Bah ça lag à fond en fait. Ah merde. Donc je lui dis que je lui mettais 2 dégâts. Du coup, c'est les dégâts du marteau quoi. Ok. Très bien. C'est 2 dégâts seulement, c'est pas 3? Il me semble que toutes les armes de guerre entre guillemets infligent 3 dans ce jeu. Alors si tu l'infliges 3 dégâts, ça fait 6 coches en tout. Pas trop mal. Je m'occupe de cocher ça.
Ouais, alors attends, on t'entend pas du tout, ça fait couper, on va essayer de trouver une solution. Je pense qu'on va faire la pause après cette attaque là. Là c'est infernal. Ok. Là, ça a l'air d'être revenu. Donc ouais, je te disais, Oui. c'est pas 3 dégâts plutôt. Pourquoi 3? Parce qu'il me semblait que toutes les armes faisaient 3. Enfin, la plupart des armes. Moi, il me semblait que les armes mortelles faisaient 2. Mais si tu veux que mon marteau te tape à 3, ça me va. Ok. Il me semblait que ça faisait 3 dégâts, mais seulement si je réussis mon coup fort en fait, parce que ça fait plus 1. Ah oui, d'accord. Il y a peut-être ça. Je pense que c'est ça le truc. Ça ferait 3 dégâts parce que ouais, ça fait sur un coup fort, vous infligez plus 1 dégât. Ouais, effectivement. Ok. Donc on a seulement 4 coches. Mais bon, coche une case, c'est déjà pas mal. Monsieur... Ouais, en sachant que je Ouais. l'ai énervé du coup. Ouais, effectivement. Donc il se prend un énorme coup de masse sur le crâne en fait. Il est sonné quelques instants. Et il doit se retourner vers toi. Prêt à te donner un énorme coup de patte. Clairement. Qu'est-ce que tu fais du coup? Ben, je pense que surpris par le fait qu'il ait absolument pas arrêté son assaut et qu'il a l'air toujours autant enragé, je vais essayer de le maintenir à distance, en opérant quelques moulinets du marteau. Et donc c'est quoi cette fois? C'est un fracassé? Pour moi, si tu essaies de le tenir à distance avec des moulinets, tu essaies plutôt de t'emparer d'abord d'un avantage en fait. Ouais, m'emparer d'un avantage, ouais, ok, on est d'accord. C'est ça. Lorsque vous faites des préparatifs, visualisez votre action et faites un jet. Soit avec rapidité, charme, loyauté, courage, agressivement ou défendre. Agressivement. Ouais, c'est plutôt En agressif. vous défendant brutalement, c'est ça, ouais. Hmm. Je me défends brutalement, effectivement. Ouais. Ok, donc 2d6 pour les défis. Donc 4 et 4. Alors si tu le bats pas, alors c'est un double. Alors c'est à 2, Ouais. normalement quand il y a un double, ça va apporter Ouais. une complication ou quelque chose de bénéfique, ça dépend si tu réussis ou non. Sachant que Ouais. normalement c'est tous les doubles dans le jeu en solo, mais là comme on est deux, c'est tous les doubles pairs, donc là ça fonctionne. D'accord. Alors, en sachant que de toute façon, je fais 1 d6 plus 3, donc au pire, je fais 4. En cas d'égalité, il se passe quoi? Bah, c'est un échec. Faut battre les dés. Ah. Eh ben c'est bon. Ouf. C'est un grand 9. Un coup fort. Alors, sur un coup fort, vous obtenez un avantage. Choisissez l'un des deux bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiatement. Vous gagnez plus 1 sur cette dernière, sachant qu'on va aussi avoir un avantage là, avec le double. Vous vous préparez à agir, vous gagnez plus 2 élan. Voilà. Soit tu peux prendre plus d'une action sur ta prochaine attaque, qui sera très certainement une... Bah oui, une attaque. Est-ce que je peux la prendre sur la tienne? Genre, en fait, je l'occupe avec les moulinets et donc toi, tu interviens avec un coup de lance dans le flanc. Ouais, on peut tout à fait faire ça comme ça, hein, tout à fait. J'imagine quand on cède, on peut... C'est bien. Et donc, qu'est-ce que ça peut être cet événement qui nous permet d'avoir un certain avantage? Une petite idée? Ouais, ça... Bon. Je crois qu'on va faire la pause là. Je vais régler quelques petits trucs. Enfin, je pense que ça vient de Discord aussi ce soir.
On va faire une petite pause, on revient dans 5 minutes. C'est compliqué là, ça coupe vachement. A tout de suite, désolé. À tout de suite.